le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. J'arrive à Las Vegas, c'est incroyable. On est à l'aéroport. C'est notre arrivée. Regardez, déjà, vous êtes dans l'ambiance du jeu. Les machines à sous, tout est là. On a l'ambiance de Las Vegas. On n'a pas encore pris nos valises, on n'est pas encore passé. Regardez, les kiosques, eh bien, c'est tous les trucs pour jouer. Évidemment, souvenirs garantis pour rapporter à la maison. Viva Las Vegas! Bon matin, mesdames, messieurs. Pas très chaud aujourd'hui, mais ensoleillé. On est à Las Vegas, comme je vous l'avais promis, comme je l'avais dit. Et Las Vegas, c'est pour moi un deuxième chez nous. Je suis venu la première fois dans les années 60. C'est René Angélil, imaginez, qui m'avait emmené, qui avait été mon guide la première année. Après, je fus le guide de plusieurs groupes, puisque j'ai amené seulement pour Céline une quarantaine de groupes de 20, 25 et plus, même lors de sa première, un groupe de 122 personnes, vous imaginez. Un vol nolisé de Québec pour Las Vegas par M. René Angélil lui-même à l'époque. Alors, vous parlez de Vegas, pour moi, c'est exceptionnel. Plus de 50 visites ici dans la capitale du plaisir. On l'appelle la capitale du jeu. On dit Las Vegas, la ville qui ne dort jamais et tout ça. On a raison. En été, 120 degrés. En hiver, ça peut descendre comme aujourd'hui, 18-20 degrés. On a un petit peu de vent parce qu'on est dans les prés. Vous savez que c'est les Mexicains qui ont découvert vraiment Vegas. Ils vivaient des Autochtones ici. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont vu une vallée tout entourée de montagnes. Et dans cette vallée, on a vu qu'il y avait une terre fertile, des grands prés, où on pouvait faire pousser plein de choses. Et en espagnol, évidemment, les prés, c'est Vega. Alors, Las Vegas, les prés, tout simplement d'où ça vient l'origine du mot. Et puis, on est allé plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Vegas, 1907. C'est le dernier des casinos qui restent de cette époque, de plus de 100 ans. Et le Vieux Vegas, c'était comme un lieu de trappe, hein? Une rencontre des trappeurs pour faire le commerce de leur fourrure et de tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Alors on est, il y a plus de 100 ans. Mais le vrai Vegas, comme on l'entend, celui de la Strip, où je suis maintenant, sur une passerelle qui relie d'un côté à l'autre de ce boulevard de 12 autos de large, eh bien, je suis derrière, enfin moi devant, derrière, le Flamingo. Le Flamingo, premier hôtel 1946 qui va se construire ici à Las Vegas. C'est Bugsy Siegel, un mafieux, un gangster, comme on disait à l'époque. Il vient de l'Est. Il s'en vient ici, il voit lui aussi cette vallée désertique. Que va-t-il faire avec? Il a dit, je vais construire un hôtel, les gens pourront venir, quand on est loin de tout, on pourra faire ce qu'on veut. Prostitution, la boisson à volonté, le jeu, évidemment, comme il voulait l'espérer. Il y en avait déjà dans le Vieux Vegas, il l'a emmené par ici. Et puis, il s'est dit en visionnaire, un jour, il y aura comme une grande rue et on bâtira des hôtels de chaque côté, les plus magnifiques les uns les autres. Et puis, le monde entier viendra s'y amuser pendant 4, 5, 10 jours, une semaine, parce que ça change beaucoup la clientèle ici. Eh bien, son rêve est devenu réalité. Bugsy Siegel, le Flamingo, voilà l'hôtel, le tout premier. Et c'est le coin le plus célèbre, Flamingo et la Strip. C'est le coin encore aujourd'hui qui est le plus animé, si vous voulez. Derrière, on a fait des nouvelles rues qu'on ira vous montrer tantôt.
Et puis, c'est frais, mais vraiment les débuts de Las Vegas. Aujourd'hui, c'est majestueux. Il y a eu des hôtels comme le Caesars Palace qui est arrivé dans les années 60. Ensuite, il y a eu toute la vague des nouveaux hôtels comme le Paris-Paris à la fin des années 90, hein, avec la Tour Eiffel, avec la Montgolfière, avec l'Arc de Triomphe, le Vieil Opéra de Paris. Alors, on a recréé Paris comme on a créé Bellagio de l'autre côté. Le Bellagio avec ses fontaines magnifiques. Alors, le Bellagio, M. Stefano Wynn, en 98, va s'inspirer du vrai Bellagio, qui est un hôtel 5 étoiles de grand luxe au lac de Côme en Italie, et il va en faire une copie ici. Au lieu du lac de Côme, il va faire un lac artificiel dans lequel il va installer des fontaines et créer les fontaines musicales lumineuses tous les soirs qui présentent des shows et que des milliers de personnes viennent voir et admirer. Et il est juste en face du Paris Las Vegas, voyez? Donc le Bellagio, très très bel hôtel, qui est un endroit de grand luxe avec une galerie de magasins comme Harry Winston, le grand bijoutier, ou Rolex, ou Tiffany, Gucci, Fendi, Versace, Louis Vuitton. Ils sont tous là. Donc c'est une partie extrêmement populaire. Et le coin de rue que vous voyez maintenant, eh bien, c'est le tout début de Vegas. C'est encore aujourd'hui le coin le plus animé, je vous disais tantôt. La strip que vous voyez, et transversalement, c'est la rue Flamingo, le tout départ de Las Vegas, tel qu'on le voit encore aujourd'hui. Alors, on va essayer de vous en montrer un petit peu aujourd'hui de notre hôtel et puis des autres activités comme Fly Over, qui est nouveau, ou la fameuse sphère également derrière le Venetian. On en a des choses à vous raconter. Mais d'abord, jetez un petit coup d'œil sur le jardin des Flamingos. Il ne s'appelle pas comme cela pour rien. C'est sûr que Segal, le mafieux qui l'a construit ce premier hôtel, ça ne faisait pas l'affaire aux gangsters de l'Ouest ici. Alors il a été tué dans sa maison de Californie. Il était bien assis confortablement dans son laissez-bogne un soir avec des belles fenêtres panoramiques à sa maison. Et puis on a tiré sur lui à bout portant et on a tué Segal en 1947, un an après la création de son rêve. Il est mort, il a été assassiné par la mafia et jamais qu'il ne pourra vivre et voir sa vision se réaliser, cette strip de près de 5000 de long, avec tous les hôtels, les restaurants, les activités, les musées, les salons de toutes sortes, les bars, les bistrots et l'ambiance où dans la rue comme à l'intérieur, on vit Las Vegas grâce à Boxy. Et malheureusement, mort l'année suivante, il ne verra jamais ce qu'il a créé d'absolument unique au monde. On peut aimer ou ne pas aimer Las Vegas, c'est cela. Mais c'est sûr que c'est un parc d'amusement pour adultes et il n'y a aucun autre endroit au monde qui nous en offre autant pour s'amuser. Encore une nouveauté des dernières années à Las Vegas. Il y a le Flamingo, l'hôtel juste là. Il y a le Link, qui est l'ancienne impériale à côté. On l'appelle le Link maintenant. Et ici, c'est la promenade du Link. On a fait une rue piétonnière dans une partie qui était complètement abandonnée entre les deux hôtels. Boutiques, restaurants, bars, bistrots, lunch, terrasse, du chocolat, du I Love Sugar, sur 2 étages les bonbons, la folie de Vegas transportée à nouveau en plein cœur de la ville, entre les deux hôtels, qui nous conduisent directement à la Grande Roue, ce qu'ils appellent ici le Will Higher, le Roll Higher. Et puis vous avez également des fils au plafond où on peut vous transporter d'un endroit à l'autre, au-dessus dans les airs.
les palmiers, les restaurants spécialisés, les petites boutiques. On est en fin d'après-midi. Regardez l'ambiance, il fera bientôt nuit. Et ce sera la fête comme ça toute la nuit. Parce qu'à Vegas, on fête beaucoup à l'extérieur, en se baladant dans les rues. Mais c'est là formidable, puisqu'elle est à côté des hôtels où nous allons d'habitude et qu'elle est maintenant rue piétonnière. Elle part de la Strip et elle nous conduit à la Grande Roue. Et nous voilà à quelques secondes de la présentation du spectacle des fontaines dansantes, des fontaines le soir illuminées, mais on croyait vous les montrer davantage de jour pour que vous puissiez les apprécier davantage. C'est le Bellagio, l'hôtel de M. Stephanie Wynn à l'époque, un Américain très riche de Las Vegas, Américain d'origine italienne, qui connaissait le vrai hôtel Bellagio, un 5 étoiles palace magnifique au bord du lac de Côme. Alors il a voulu, dans le tour du monde, si vous voulez, des grandes attractions qu'on construisait à Vegas en 1998, construire ce magnifique hôtel qui est une réplique du Bellagio du lac de Côme, sauf que, évidemment, c'est un lac artificiel devant l'hôtel, mais il y a rajouté des fontaines magnifiques, des fontaines chorégraphiées sur de la musique ou des chansons connues. À chaque demi-heure, on y vient depuis le midi jusqu'à minuit le soir et c'est absolument spectaculaire. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. D'abord parce que l'hôtel, il est très, très beau. On vous a déjà montré l'intérieur avec, dans son lobby, toutes les fleurs qui ont coûté $1 million, toutes les fleurs de Murano, avec des jardins magnifiques. Et voilà, pour vous, mesdames, messieurs, le spectacle commence. On est à l'extrême sud de la Strip de Las Vegas. Tout le long, sur près de 5000, toute la Strip avec les hôtels, les boutiques, les restaurants. Ici, c'est la fameuse enseigne, The Fabulous Las Vegas, qu'on a construit en mai 59, depuis toutes ces années. Et Las Vegas fait à peu près
40 millions, un peu plus cette année de visiteurs. On compte en avoir 50 millions d'ici 2030. Et 25 des visiteurs arrivent de la route, du sud, de là-bas, de la Californie. 5-6 heures de route, on s'en vient vers Las Vegas. Donc, la première chose que l'on voit, c'est l'enseigne de Fabulous Nevada, Las Vegas, l'enseigne officielle qui date donc de mai 1959. Et c'est l'entrée sur la Strip, puisqu'on commence par le Mandala Bay avec un thème africain. Après ça, vous avez le Luxor. Magnifique hôtel, le Luxor également. Un thème égyptien avec l'obélisque, avec Toutankhamon et l'hôtel lui-même en pyramide avec un jet de lumière tout en haut. Plus loin, vous arrivez à l'Excalibur et tous les autres hôtels qui continuent sur la Strip. 4,8 milles, presque 7 km de long. C'est ça, Las Vegas, la partie de la Strip, la partie plus moderne de la capitale du jeu, du plaisir, mais pas la capitale du Nevada. C'est Carson City, la capitale du Nevada. Mais Las Vegas est la capitale économique où tout l'argent se passe, évidemment. C'est pas vraiment l'été à Las Vegas. Évidemment, ça n'a rien à voir avec notre température au Québec. Mais si on n'a pas eu chaud en fin de semaine, pour les voyageurs, et vous, Audrey Martel, entre autres, qui a voyagé avec nous, l'Islande, les fjords du Norvège, etc., pour Audrey, c'était un week-end très chaud. Hein? Effectivement. Parce que François et toi, vous n'avez jamais arrêté. Là. Ah non. On bouge à Vegas. Écoute, dans une vie, là, oui. Faut que tu vois Vegas. Faut que tu vois Vegas. Même si tu viens un petit 3-4 jours comme on vient de faire là c'est trop exponentiel. On est arrivé ici, là. Je pense que c'est la démesure. La démesure. C'est le bon mot, l'excentricité, oui. c'est tout est exponentiel. Mais quand tu arrives sur la Strip, là, la main, la rue principale, mon Dieu, c'est extraordinaire. Tu vois les couleurs le soir. Surtout, on est arrivé le soir. Oui. C'est encore mieux. On voit les couleurs, c'était vraiment génial. Mais là, ce qui est la surprise dans tout ça, c'est que là, tu passes ta journée, tu visites les hôtels et tout, tu fais les activités. Mais là, le lendemain, on s'en va dans le vieux Vegas. Et oui. là, ça a été la surprise. Là, c'est parce coup de que cœur. c'est boum, un oui. autre coup de cœur. Oui. Parce que c'était pas attendu, là. Moi, je m'attendais pas à voir ça, là, Oui. hier soir. Avec toutes les LED, les lumières, Non, le là, son. c'est magnifique, magnifique. Puis l'ambiance, les groupes de musique, les activités. Oh non, vraiment, là, j'ai adoré mon voyage. Puis Puis oui, le on a retour chaud. dans le temps. Puis le retour dans le temps, Oui. effectivement, puis d'apprendre toute l'histoire. Puis là, avec la nouveauté de la sphère qui était Oui, mon ça, Dieu, tu es allé à exceptionnelle. l'intérieur. Ah oui. Ouais. Ah non, c'est exceptionnel. Là. C'est exceptionnel. Tu es assis là, tu as l'écran, ça commence, c'est très grand, là. L'écran est immense. Mais là, à un moment donné, ça commence encore plus. Parce Oui. que là, c'est la projection là, qui est partout, là, jusqu'au-dessus de ta tête. C'est de la réalité virtuelle, mais immense. Tu te penses à l'endroit où il filme. Puis c'était la Terre, en fait, qu'on regardait. Oui. Là. Puis Carte le postale. message qui passe aussi, le message qui est passé là, à la sphère, tu sais, c'est un peu paradoxal aussi, hein, parce que ça parle vraiment là, de la pollution, qu'est-ce qu'on fait de la planète, mais en même temps, puis tu sais, on est à Vegas, là, puis Ouais. de la pollution, Il y en a partout. hein, il y en a partout. Fait que c'est paradoxal, mais c'était vraiment, c'est une expérience à vivre. Puis le spectacle haut, puis non, vraiment... Les bons là, restaurants. Les bons restaurants. Parce que t'es allé partout, chez... Ah oui, chez mon ami Gabi. Moi, je suis allée au Gordon Ramsay, de Hell's Kitchen. Connu Burger. internationalement. Ah non, vraiment, là, c'est juste de voir ça aussi, là, c'est une activité en soi, d'aller Oui. au restaurant. Hey, c'est quelque Absolument. chose, Oui. vraiment. Les spectacles, Mais- les restaurants, Oui, l'ambiance, oui, le show, oui, les bars, les discos, oui, il y a de tout. tout est là. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Oui, C'est cher, Vegas. c'est très cher. Bien, partout dans le monde, c'est cher. Tu sais, Oui, on s'entend. oui, oui. Par contre, je pense que tu peux t'en tirer à pas payer si cher que ça. Je veux dire, tu as moyen. Je veux dire, moi, je suis allée au Hell's Kitchen, ça m'a coûté cher. Oui. Mais tu n'es pas obligé d'aller au Hell's Kitchen. Tu peux aller dans un petit restaurant pas cher. J'arrive de la pharmacie, là. À la pharmacie, il y a des réfrigérateurs, il y a un sandwich à 5,99. J'ai fait exprès, j'ai regardé les prix. Bien, si tu veux pas te payer un dîner au resto,
ben il va te prendre un sandwich à la pharmacie, puis il va t'installer, t'asseoir à quelque part, manger ton sandwich. Fait que, tu sais, des fois, les gens sont sur le frein, ils vont dire « Hey, je vais pas à Vegas parce que, tu sais, ça va me coûter une fortune. » Il y a effectivement des Mais il y a des restaurants très possibilités. chers. Ouais. Tu sais, il y a des possibilités pour manger moins cher aussi. Puis, tu sais, tout dépend de ton budget, mais je pense que Exactement. c'est ça. Alors, C'est comme pour le jeu. Tu peux pareil. venir et pas jouer. Ah oui, effectivement. C'est comme le choix des Oui. hôtels. Ça peut être Oui. un 5 étoiles de Oui. luxe ou ça peut être un abordable. Effectivement, c'est Ouais. ça. On a le choix. Donc, C'est une ville oui. libre à tout Oui. point de vue. Même le choix de ce que tu manges, ce que tu vas comme tu vas spectacle. faire. toi, Et toi, t'as mis le paquet, là. Moi, j'ai mis le paquet. Ouais, ouais. Ah, j'ai mis le Audrey, on paquet, la mais connaît. bon, Elle aime ça, ça, quand- c'est moi. Ouais, un peu exubérante, puis Ben, on va c'est dire bien. ça, là. Mais c'est une place que tu devais voir. Tu Ah, oui. connaissais un peu. Je me dis, Oui, oui. quand Oui, j'ai oui. vu ton nom C'était sur dans la ma liste. J'ai dit, écoute, Ah, t'as dit, c'est la place une pour- place pour elle. Ça, c'est sûr. Effectivement, Parce c'est qu'il y a ça. de l'action sans arrêt, 24 heures par jour, si on veut. Hein? Ah, vraiment, vraiment. Puis juste marcher, marcher, puis de voir les gens aussi. tu sais. La folie. Les gens, comment, du monde habillé chic, pas chic, sport. Ça aussi, là, tu sais, c'est du monde, des fois, parfois déguisé. Oui. Tu sais, ça amène quelque chose qu'on voit Des pas chez nous. tu sais, musiciens, des filles à musiciens, moitié habillées, à des- moitié- des des cow-boys. cow-boys. Le cowboy des Vegas. Le cowboy de Vegas que tu l'as voir et tu l'as rencontré. Ah, ben oui. Alors, donc, Mais, non, vraiment. un beau week-end. Un beau week-end, une belle expérience. Puis pour la Saint-Valentin, quoi de mieux? Ben oui, absolument. Ah, non. Le coup de cœur en terminant, vraiment, là. Hé, le coup de cœur! Écoute, il y en a tellement des coups de cœur. L'ambiance générale ou. Bon, l'ambiance générale, c'est sûr. Oui. Le spectacle de la sphère, c'est quelque chose. C'est le dernier show, C'est à voir, vraiment. C'est à voir. La sphère, tu sais, c'est juste d'être dans cet environnement-là, là, Ça vaut la peine. ça vaut la peine. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Il faut prendre le bateau. Exactement. On est là. Ben, c'est bien. Ben, merci. Merci à toi. Des commentaires. Merci d'être venu Merci, avec nous, François. François. Merci, Ton merci. amoureux. Vous Oui. avez passé une belle Saint-Valentin. Oui. C'était un bon choix de week-end. Vraiment. Parfait. Assurément. Il reste à monter dans la tour, Oui. dans la grande roue maintenant. Mais le soir. Le soir, c'est mieux. Merci, Audrey. Merci. Audrey Martel qui voyage avec nous sur le groupe des 34 passagers qui sont avec Stéphanie et moi ici à Las Vegas. Say Vegas! C'est Vegas again? Yeah, Vegas. And say titties, titties, titties! Eh bien, Vegas, c'est aussi la nuit. Vegas, c'est 24 heures par jour. On a maintenant cette nouveauté extraordinaire, la sphère de Las Vegas, que vous voyez derrière moi. 112 mètres de haut et 152 le diamètre, à peu près donc 500 pieds de diamètre, 350 pieds de haut, pour comprendre rapidement. C'est Madison Square Garden de New York, la société des Rangers et de New York, qui s'est associée à Venetian ici à Las Vegas pour créer, pensait-il, 1,2 milliard cette sphère incroyable, un théâtre de 18 600 places où il y a un show tous les jours et il y en a également le soir live ou des spectacles en immersion également. Alors tout ça est rendu possible avec le temps. On a commencé avant la pandémie, terminé après. Novembre 23, ça va faire bientôt 2 ans et ça a coûté 2 milliards de dollars. C'est la fameuse sphère de Las Vegas, la grande attraction de la ville depuis les derniers mois. Tout à fait spectaculaire, avec derrière, comme vous voyez, la grande roue. Également nouvelle des dernières années, la grande roue de Vegas, un peu comme on a fait la London Eye. On en a une maintenant à Dubaï également. Et on en a une maintenant à Las Vegas, à côté de la sphère. Magnifique image de Las Vegas avec le flamingo derrière, les hôtels, la strip et Palazzo ainsi que Venetian. C'est dans l'ambiance un peu folle de Fremont Experience
La deuxième rue la plus visitée, la plus importante, quand on vient à Vegas, il y a la Strip, évidemment. Ici, c'est beaucoup moins fancy, c'est moins sophistiqué, une clientèle beaucoup plus modeste. Mais les lumières, le spectacle, l'histoire également. Le plus vieux casino de Las Vegas, 1907. Juste derrière moi, il y a le beau cowboy là-bas qui est synonyme, évidemment, de Fremont Experience, la rue où nous sommes, recouverte d'un dôme de lumière, 12 millions de lumière LED, 220 immenses caisses de son également. Donc, il y a de l'ambiance, il y a un show au plafond. À chaque heure, il y a le zipline également. Les gens peuvent traverser les trois coins de rue de Fremont Experience sur un fil de fer. Il y a les casinos. Ça coûte moins cher. C'est très bon, la nourriture. Et le Golden Nugget est très populaire. Vous savez que le propriétaire, M. Stefano Wynn, avait fait tout son argent avec le Golden Nugget pour construire à 1,5 milliard le fameux hôtel Bellagio que vous avez avec les fontaines autour, hein, juste devant. Alors, il y a des gens de partout, toutes sortes de monde. On est dans l'hétéroclite, on est dans la folie de Vegas. Mais moi, j'aime montrer aussi Fremont Experience à mes gens qui viennent. C'est toujours notre dernière soirée. Ça se termine toujours en folie, comme on ne peut pas l'imaginer, encore plus fou que la Strip, le vieux Las Vegas. Alors, si vous n'êtes jamais venu, vous réalisez quelque chose d'unique. Si vous en avez entendu parler, vous le voyez. Et peut-être qu'un jour, vous viendrez avec moi participer à une soirée folle dans le vieux Las Vegas. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci à Stéphanie. Merci à Audrey qui a parlé tantôt. À tous les gens qui ont voyagé avec nous. C'était encore un beau voyage, j'allais dire un trip Viva Las Vegas qui se termine dans les lumières et dans le spectacle du vieux Vegas. Au revoir, à bientôt! Mon prochain invité, je pourrais dire l'entrepreneur, l'homme fort, l'animateur de télévision, le conférencier. Il a un livre sur le marché. Il a des produits également. Mais je vais vous dire tout simplement Hugo Girard. Et vous savez de qui je parle, évidemment. On le voit partout et de plus en plus. Salut, Hugo. Bonjour. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Dans le temps, tu étais un champion d'homme fort. Tu arrivais de gagner un concours. Ben, tu en as gagné plusieurs, de toute façon. Écoute, c'est là qu'on se rend compte comment que le temps passe vite et qu'on vieillit. Pour être honnête, mes années d'homme fort, on se souvient des choses qu'on a faites, mais en même temps, on a l'impression qu'on en oublie des bouts. Oui. Mais t'en as tellement fait, en plus. Ah. Tu sais, ce que je trouve drôle, c'est que quand j'étais là-dedans, jamais j'aurais imaginé un jour de pu être impliqué dans le domaine des hommes forts, parce que je faisais pas que pratiquer le sport des hommes forts. J'étais un homme fort à 100%. J'étais vraiment impliqué dedans. Puis là, je regarde maintenant tout ce que je fais, puis c'est très loin des hommes forts. Exact. Donc, la vie nous fait prendre de drôles de chemin. Absolument. Mais tu as pris le bon chemin parce que, écoute, tu as énormément de succès. Les conférences, je le disais tantôt, toutes les émissions de télé. Moi, ce que j'adorais de toi avec Bob le chef, l'été de ton barbecue, ça, je manquais pas ça. Entre autres choses que tu fais. Des trucs sur la décoration, sur la rénovation. Écoute, tu as touché à plein de domaines. Moi, j'étais comme un couteau suisse. Ah bon? Fait que je m'adapte, puis il y avait plusieurs outils sur le couteau. Donc, oui, mais à travers tout ça, je te dirais que j'aime bien pratiquer ce qui sont mes passions, les choses que j'aime. Dans ce temps-là, ben, tu le fais avec cœur. Tu ne calcules pas ton temps. Tu as surtout beaucoup de plaisir à le faire. Oui. Puis tu es un communicateur aussi. Tu as toujours, même à l'époque ancienne dont on parlait, tu étais bon en entrevue, c'était facile de t'avoir comme invité, tu avais ça dans le sang. Alors, quand on t'a demandé de passer devant la caméra, j'imagine que ça a été assez naturel pour toi.
Ben, ça s'est fait tout seul, là. Mhm. Je dirais que par la suite, il y a eu du travail parce que j'ai compris que ça prenait plus peut-être que du talent brut. Je pense que j'étais doué pour vulgariser ce que je faisais comme homme fort. Le terme populaire, c'est homme fort, mais ce que j'aimais bien, moi, mettre de l'avant, c'était athlète de Oui. force parce qu'avant Ben, c'est tout, moi je qui ai suis dit homme athlète. fort, là, parce que dans le fond, j'aurais dû te présenter comme athlète d'abord, parce que c'est ce que tu étais, oui. Je suis d'accord, mais ça reste que les gens connaissent ça sous Mm. le terme homme fort. Puis à la base, je vais être honnête, c'est exactement ça que j'étais, un Oui, homme fort. Mais ce qui t'amène à avoir du succès, ça va prendre plus que de la force, comme avoir du succès dans d'autres sports. Puis quand je parle d'avoir de succès, c'est de rayonner à l'extérieur de l'arène dans laquelle tu exploites ton talent. oui, Donc, si c'est tu ça. veux sortir à l'extérieur de l'aréna, lorsque tu es un joueur de hockey, ben, c'est des gens qui ont plus de talent que seulement que celui d'être un joueur de hockey qui vont vraiment réussir. Oui. Puis le travail aussi. Hein, le talent d'un artiste, souvent, c'est un certain pourcentage, puis il y en a plus en travail qu'autre chose. Il faut quand même vouloir travailler et puis relever des défis, puis être audacieux de dire, ben, je suis capable de faire ça, je vais y aller. D'ailleurs, ton J'adore livre le prix. s'appelle J'ai peur de rien. Alors, ça revient à ça. J'ai peur de rien. Ça fait référence à beaucoup de choses. Dans le cadre du livre, c'est au fait que je me suis rendu dans les quartiers dangereux. Je dirais que dans la vie, en général, quand tu n'as pas peur d'échouer, ben, tu comprends que si tu n'essayes pas, il n'y a rien qui va se passer. Et comme tu le mentionnais, le travail. Parce que le travail, tu ne comptes pas tes heures, mais quand tu fais les choses que tu aimes, les choses qui te passionnent, ben, Mhm. honnêtement, tu n'es pas en train de travailler. Ouais. Tu es en train de pratiquer quelque chose qui te fait sentir bien, quelque chose dans lequel tu te dépasses, de quelque chose que tu t'investis. Et au final, ben, c'est ce qui fait que c'est une large part de réussite, la manière dont tu vas t'investir dans le travail que tu fais. Oui, bien, on se souvient de Guy Lafleur qui disait: «J'ai jamais travaillé de ma vie, moi, j'ai juste joué au hockey». Dans le fond, c'est ça, c'est d'aimer Il ce jouait qu'on bien. fait. Exactement. Puis Guy Lafleur, il jouait bien, puis il réussissait. Pourquoi? Parce qu'il aimait ça, jouer au hockey. Fait que je suis Mmh. convaincu que Guy, là, il était debout de bonheur quand il était jeune pour aller patiner, pour aller Oui, jouer au hockey. absolument, oui. Tu as voyagé beaucoup aussi, Hugo, hein? Ah, j'arrive à une soixantaine de pays. Ça, c'est un autre de mes de choses sur bucket list, c'est Oui, que j'aimerais ça me rendre à plus de 100 pays visités. Je trouve que de voyager, tu fais grandir en tant qu'individu parce que tu apprends sur les autres cultures. oui, Tu apprends que finalement, tu n'es pas tout seul sur la Terre. On a toujours l'impression que ça tourne autour de nous autres, de ce qui se passe ici, dans notre province, dans notre pays, dans notre ville. Et là, ben, quand on se promène un peu, c'est là qu'on voit que finalement, on on n'est pas gros quand mmh, on se compare au reste du monde. Puis en même temps, ben, comme on le dit souvent, le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Ce qu'on réalise, c'est qu'on a un beau pays, on a des belles valeurs, on a des belles ressources, puis on est chanceux de vivre ici. oui, c'est en voyageant qu'on le réalise encore plus, dans le Oui. fond, oui. Mais tu as fait des voyages où c'était un petit peu dangereux par moments. La beauté de ça, puis encore une fois, tu fais des genres de choses qui t'allument, puis comme je l'ai dit tantôt, je reviens sur la passion. À travers des voyages que j'ai faits dans le cadre de Bienvenue aux touristes, où j'ai voyagé dans plusieurs pays où présentement c'est très instable. Oui, c'est ce que je voulais Où dire. on est en état de guerre. Mmh. Et la Palestine, le Liban, Israël, au Moyen-Orient. Par contre, mon background de policier m'a vraiment aidé. Tu sais, le goût du risque, l'adrénaline. Je retrouvais une énergie que j'avais en compétition où tu es conscient que finalement, on n'est pas chez nous. Tu es conscient qu'il peut arriver n'importe quoi. Tu es surtout conscient que tu fais ta propre opinion. Parce qu'on entend souvent à travers les émissions de voyage, à travers des reportages, comment ça se passe ailleurs. Mmh. Et lorsqu'on le vit de façon personnelle, en y étant soi-même, des fois, on réalise que c'est peut-être un peu différent de ce qui est véhiculé, Oui, pour c'est ça. n'importe quelle raison. Et ça, ben, je trouve ça le fun, parce que quand tu reviens, là, ton coffre à outils, là, il est plein de souvenirs, il est plein d'expériences. Puis ça te fait vraiment grandir. J'ai comme l'impression que tout prend un second rang, puis tout est moins grave tout d'un coup.
Est-ce que c'est ce que tu racontes aussi dans tes conférences? Parce que je sais que tu rencontres des gens, tu as aussi une carrière de conférencier. Ben, j'utilise beaucoup mon parcours personnel à travers les différentes aventures, si tu peux dire, Oui. et justement faire en sorte de passer des messages qui vont être reliés sur le dépassement personnel, l'atteinte de ses objectifs. J'en fais aussi sur la santé et sécurité au travail, sur l'intimidation. Puis, ce qui est drôle, c'est que tout ce que j'ai pratiqué, euh, même si c'est complètement en champ gauche, face au sujet de ce qu'on va parler, ben, on va en retrouver des règles de sécurité, du dépassement, Mm. euh, de l'intimidation, que ce soit comme policier, que ce soit comme jeune adolescent, comme jeune adulte. C'est toutes des choses qui font partie de la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis j'ai été chanceux de pouvoir développer des outils. Et on va parler de communication, c'en est une entre autres. J'ai un outil que j'ai réussi à développer Oui. ou que j'ai une facilité à vulgariser les choses pour être capable d'en parler, passer des expériences personnelles, des fois que c'est vécu au premier degré, ou parfois que lors d'interventions ou de choses dont j'ai été témoin, auxquelles j'ai participé. Fait que je trouve ça bien plaisant de pouvoir avoir la chance d'avoir des conversations, parce que c'est un peu ça, les conférences. Ça finit toujours par être une conversation que tu as avec des gens, où ce que tu peux partager ton vécu. C'est pas tout le monde qui a la chance de voyager comme les fait, mais de pouvoir leur partager mes expériences, puis à travers les mots et mes histoires, qu'ils puissent en tirer certains apprentissages, qui peut leur aider eux autres aussi je dirais, à devenir la meilleure personne. Oui. Dans le fond, tu as une vie de destin. Tu n'avais pas planifié tout ça. Tout est arrivé, ça s'est engendré un dans l'autre, et puis tu es devenu à faire la carrière et l'homme que tu es. Il y a beaucoup d'accidents de parcours et de destin dans ta vie. Je dirais, je viens d'un petit village sur la côte nord où euh, là-bas, l'adage, c'est on était né pour un petit pain. Oui. D'avoir de C'est ça. grandes ambitions, c'était pas quelque chose de commun. Je me suis souvent fait dire que je ne serais pas capable. Je me suis fixé un objectif qui était immense, devenir l'homme le plus fort du monde. Et pour être honnête, dès le début, je n'étais pas certain que j'allais être capable, mais à partir du moment que j'ai compris que c'était quelque chose de réalisable, et à partir du moment que je l'ai réalisé, ben, ce que j'ai compris finalement, Tout était possible. c'est moi qui allais décider aussi loin que j'allais aller Oui. en fonction de comment fort j'étais prêt à travailler pour y aller. Oui, exactement. C'est un peu ce que tu racontes dans ton livre, parce que le titre est bon. Je n'ai pas peur de rien, c'est exactement ça. Je n'ai peur de rien. Hein? Mais ça s'applique à ta vie, ça t'applique à notre vie de tous les jours. Il y a bien des gens qui vont se retrouver là-dedans. Tu sais, comme je dis tout le temps, si on n'essaye rien, c'est garanti qu'il ne se passera rien. Mais souvent, on a peur d'essayer de faire des choses parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. Puis on a surtout peur d'échouer. Mais j'ai à penser que c'est plus important d'avoir soif de réussir Mm. que peur d'échouer. Puis moi, d'où ce que je viens, j'avais à peu près rien. Fait que de perdre ce que j'avais, honnêtement, c'était pas un grand risque. En grandissant, puis en vieillissant, les objectifs changent, mais tu développes une attitude de gagnant, puis j'aime à penser que je suis un gagnant. Ouais. Mais surtout, j'aime faire les choses que j'aime. J'aime dépasser mes limites. Je crois que vraiment, là, puis à titre de me répéter, je pense que c'est nous autres qui s'imposent nos propres limites. Tu sais, Absolument. j'ai fait de la télé un peu par accident, par destin. Je fais de la communication par destin. Mais il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, la seule et unique raison pourquoi ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver que ce que tu as à dire est peut-être intéressant. Parce que si tu n'as pas d'auditoire, tu n'existes pas. Non, il faut qu'il y ait un Donc, public. Hein? tu es un public, puis ça, malheureusement et heureusement, tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas faire semblant d'être intéressant. Ouais. Tu ne peux pas faire semblant d'être bon jusqu'à un certain degré. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait tantôt. On parlait du travail. Moi, la vie m'a amené à voyager, m'a amené à vivre plein d'expériences.
Ça m'a amené à avoir des, des victoires, des réussites, beaucoup d'échecs aussi, à apprendre c'est quoi l'humilité. Fait qu'au final, je me dis, il y a une certitude, on ne sait pas combien de temps qu'on a ici, mais je peux te dire une chose, je vais en avoir fait, ma liste va être longue de choses que je vais avoir tenté de faire parce que je me suis dit que j'étais capable de le faire, puis que je n'ai pas pensé comment je vais échouer, mais plutôt mis mes énergies à voir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour réussir. Oui. Parce que tu as réussi dans bien des domaines. On parle de télé, on parle de ta vie d'athlète, ta vie de conférencier, mais aussi tu as des produits. Tu es entrepreneur. Ça, c'est quand même une autre carte, oui, dans ta manche ou une corde de plus à ton arc, comme on dit, parce que c'est pas tout le monde qui a le sens des affaires. Puis toi, tu réussis aussi dans le domaine. Oui, c'est la même chose. Hein. On travaille fort, puis la réussite n'est pas facile, peu importe le domaine dans lequel tu es. Hmm. Des fois, on pense que parce que tu deviens connu, que la réussite devient facile. C'est pas le cas. Il n'y en a pas de garantie. Et dans le domaine des affaires, il n'y en a pas de facile là non plus. J'ai la chance de pouvoir, encore une fois, tourner autour des choses qui me ressemblent, que ça me Oui. colle à la peau. J'ai une ligne de suppléments alimentaires. Je suis quelqu'un qui s'entraîne. Je m'entraîne encore d'ailleurs pratiquement tous les jours, depuis l'âge de 12 ans. Donc, pour moi, l'entraînement, une bonne alimentation, ouais, un style de vie sain, ben, ça fait partie de moi. Ce n'est pas quelque chose que je travaille fort pour le faire. C'est Ouais. quelque chose qui est bien ancré en moi. Puis j'essaie de me coller sur les choses qui ressemblent aussi un peu comme mes activités à ce qui me passionne. Fait que j'ai des barres protéinées, une ligne de suppléments alimentaires, des vêtements de travail. On me connaît à cause des émissions de rénovation. Donc, on a développé des beaux produits. Puis encore une fois, tu peux faire des vêtements comme les autres parce qu'on s'entend qu'un chandail, C'est un un chandail. manteau, c'est un Ouais. manteau, une paire de bottes, c'est une paire de bottes. Mais comment tu peux innover, comment tu peux emmener ça à un autre niveau pour justement faire les choses autrement? Et bien, c'est un peu ça. C'est d'emmener la même attitude que j'avais à l'entraînement pour devenir le meilleur au monde et tenter de faire une convergence vers d'autres sphères d'activité et en gardant la même personnalité derrière. Ouais. Donc, il n'y en a pas de facile. Comment on fait pour trouver ces produits, par exemple, les produits les vêtements ou les trucs alimentaires? Tu as, des boutiques où tu es vendu dans les grands magasins? Ou... On est vendu dans les grands magasins, je suis Ah vendu oui. dans les pharmacies au niveau des vêtements. Au niveau de la gamme de vêtements, c'est Hugo Strong. Donc, on peut aller sur hugostrong.com. Oui. On va avoir une liste des points de vente. J'ai développé des produits pour les minières et les industries. Fait que c'est le fun parce que c'est complètement différent du marché de détail. Fait que ça demande des technicalités que je ne connaissais pas. Il a fallu que je m'adapte. Donc, ça, c'est ça que je trouve le fun, c'est de pouvoir toujours se dépasser. J'ai parti mon propre podcast l'automne dernier. On a travaillé 2 ans sur ce projet-là. Je suis très fier parce que oui, c'est de la communication pure. C'est moi à 100% qui est derrière, avec mon équipe avec laquelle j'ai tourné justement à vos risques et périls. Donc, on a une belle synergie qu'on a développée au cours des 10 dernières années. Et toute la même équipe, on travaille là-dessus. On va sortir la saison 2 et 3 qui s'en vient. Et comme par hasard, ben, ça s'appelle Sans limite. Je me demande pourquoi. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est sur toutes les plateformes qu'on connaît d'habitude, là. Donc, c'est Oui. facile, c'est hugogirard.com. C'est Hugo, si vous allez sur mon site Internet, c'est hugogirard.com et là, vous allez pouvoir retrouver justement le podcast, les suppléments alimentaires, la ligne de vêtements. À partir de là, vous allez être redirigé au bon endroit. Mais sinon, ben, vous allez sur YouTube pour le podcast, Hugo Girard sans limite. On est sur YouTube, Spotify, Apple, donc la plupart des plateformes. On est en train de faire la saison 2 et 3. Donc, à partir de fin mars, ça va sortir. Et là, ben, on va rouler à l'année. Ah, ben c'est On a bien. fait la première saison, puis on a appris de tout ça. Fait que là, on est bien préparé. Par la suite, on est bien parti. En fait, l'athlète que j'avais connu dans le temps a vraiment explosé en ce sens que tu es devenu une marque maintenant. Hugo Girard, c'est une compagnie, c'est une marque parce qu'il y a des produits, il y a des conférences, il y a un podcast et puis il y a de l'animateur de télévision. Ça fait quand même beaucoup de domaines dans lesquels tu excelles. Oui. Puis on a une série web on a parti l'automne de l'été dernier qui Ah bon? s'appelle Road Trip Barbecue, où ce qu'on va aux États-Unis
manger dans les places de barbecue, moi puis Bob. Ah, tu Encore une fois, continues avec la Bob, même ouais. équipe. Ah, ouais. Oui, on a une belle synergie avec Bob. On s'entend super bien, on est des amis. Puis les deux, ben lui, il aime ça faire à manger, puis moi, j'aime ça manger. Ça tombe Fait que, bien. parle-moi de ça. J'aimais bien ça, je le répète, je l'ai dit tantôt, mais votre émission de barbecue, il y avait un concours, vous alliez chez les gens, et puis vous étiez comme les juges en même temps, et puis les goûteurs et tout ça. Ça a été une belle série, ça. C'était intéressant de vous voir avec. Je savais pas que tu travaillais encore avec lui. Donc, il y a plein de choses dont on peut parler parce que tu es dans plusieurs domaines, mais à quelque part, ça se rejoint tout un peu, là. Oui, tout le temps. Puis ça me ressemble. Puis ça, je pense que c'est la chose qui est importante, c'est de rester autour des choses qui nous ressemblent. Hmm. Parce que dans la vie, tu peux faire semblant d'être un bon gars. Mais au final, si tu ne l'es pas, on va le savoir que tu n'es pas un bon gars. Ouais, Ben, ouais. c'est la même chose. Quand tu fais de quoi, tu fais semblant d'aimer ça, tu ne le fais pas avec la même passion, tu ne le fais pas avec le même cœur. Et ça, l'authenticité, je pense que c'est une qualité très importante. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. On est axé sur le paraître au lieu de l'être. Moi, j'aime vraiment mettre l'accent sur l'être. Donc, je fais les choses avec passion que j'aime. Ça, c'est la qualité de mes défauts ou le défaut de mes qualités. Quand j'embarque dans de quoi, je ne le fais pas à moitié. Fait que des barbecues, je les ai toutes. Ouais. Fait que j'ai passé la même passion à mon garçon. Fait que c'est le fun parce que maintenant, je ne suis pas obligé de tout faire tout seul. Je peux lui demander de le faire, puis il va le faire aussi. Ah, ben, c'est Fait bien. que c'est super le fun. Ça nous permet de partager des moments en famille incroyables. Ben oui, ben oui. La famille, c'est quand même la première cellule la plus importante, hein, qu'on le veuille ou non, même si tu as voyagé beaucoup, même si tu es allé partout dans le monde, quand on revient et on est avec notre famille, hein, c'est le meilleur endroit où on peut se retrouver. Ben écoute, c'était bien agréable. Écoute, on a passé un petit 20 minutes ensemble et puis tu aurais pu continuer encore parce que, écoute, tu as tellement de choses à raconter puis tu es impliqué dans tellement de choses. J'espère que tu viendras un de ces jours en Floride. Tu viendras nous voir. Oui, ça fait partie de mes objectifs d'avoir un pied à terre en Floride. En plus, bon, ben Oui. écoute. Alors, c'est pour les prochaines années, on va te surveiller alors. Ouais, peut-être que vous allez me voir sur la plage à un moment donné. OK. C'est sûr que je vais te voir. T'es difficile à manquer, hein? Ah, ouais, ça va être bien difficile. C'est sûr. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir été avec nous. Je n'ai peur de rien, ton livre, tes produits, tes vêtements, tes émissions de télé, tes conférences et en plus de ton podcast. Alors, c'est un gars qui est bien occupé, Hugo Girard. J'aime ça de même. Puis tu restes grandé. T'as les deux pieds sur terre, puis tout va bien dans ta vie. Tant mieux. À la Puis là, j'ai prochaine. les pieds dans l'air. Oui, ben oui. Pelleter dehors. Je m'en vais OK. pelleter. C'est difficile de t'en aller voler à ta pesanteur puis ta force, hein? Oh non, on vole pas bien. Non, t'es deux gars qui ont deux pieds solides sur la terre. Merci beaucoup, Hugo. Ça a été un plaisir de te retrouver. Un plaisir. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Hugo Girard. Tous ses titres lui vont très bien. Conférencier, entrepreneur, animateur de télévision, athlète et puis tout le reste. Alors, on va faire une pause là-dessus, mesdames et messieurs, après cette entrevue et ce petit 20 minutes passées en bonne compagnie avec Hugo Girard. Alors, il me reste quelques minutes. Merci à Hugo, toujours intéressant. C'est un philosophe. Hugo, un athlète, un entrepreneur, tout ça qu'on disait, mais c'est un gars qui sait bien prendre la vie. Et puis, j'espère que vous avez aimé les images qu'on vous a rapportées, Stéphanie et moi, de Las Vegas. Alors, le temps qu'il me reste pour vous parler un peu de nostalgie, de mes souvenirs, ou pas que mes souvenirs, mais des choses qui ont pu se passer, certaines journées importantes, comme le cas d'aujourd'hui, 21 février. Des gens disent souvent, on a tous des dénigreurs, évidemment. Ah, François René parle juste de ses amis les artistes, hein? Véronique Cloutier, puis Michel Richard, puis Claude Dubois, puis c'est pas trop la culture, avec un grand C. Alors, j'avais le goût, pour eux, de vous parler de culture aujourd'hui. Si je vous parlais de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Ça, c'est culturel un peu, hein, pour vous montrer que je suis culturé également. Surtout parce que c'est l'époque du roi Louis XIV. Et moi, l'histoire des rois de France m'a toujours fasciné. Donc, il est contemporain. Ça veut dire qu'il a vécu
à la même époque que Louis XIV. On est en 1673, un 10 février. Molière va jouer Le Malade imaginaire, sa dernière pièce qu'il ait écrite. Il joue le rôle principal, il l'interprète, il doit jouer à la cour. Et il le fait en rodage. Pas ça comme ça dans le temps, mais c'était pareil. Il la joue toujours quelques fois devant public au Palais Royal avant de jouer devant Sa Majesté. Et donc, il joue le malade imaginaire, malgré qu'il soit un peu démuni, qu'il commence à être beaucoup moins bien. Il fait 4 représentations. En fait, c'est la 4e du malade ce soir-là. On est le 16 février. Et, contrairement à ce qu'on dit aussi, très souvent, vous l'entendez, Molière a tellement aimé son métier, sa passion, il va mourir en scène. Je l'ai entendu même des artistes, des acteurs français dire Molière est mort sur la scène. Eh bien non, il n'est pas mort sur la scène. Mais tout près, pour vous dire la vérité. Il va difficilement terminer, le 16 février, au soir donc, sa représentation du malade imaginaire dont il a le premier rôle. Et, pas loin du théâtre, il va décéder en arrivant dans sa maison rue de Richelieu. Bon, c'est presque en sortant de scène, hein? Mais, juste pour vous donner la précision. Bref, à cette époque, on ne pouvait pas avoir une sépulture si on était un comédien, si on était un acteur. La profession n'était pas bien vue. Alors, sa compagne, Mme Béjart, s'est présentée, Armande Béjart, à l'archevêque pour dire que ça n'a pas de bon sens. Jean-Baptiste, enfin Molière, est mort. Il n'aurait pas le droit à sa sépulture, il n'a pas pu se confesser. Il fallait demander la permission de quitter son travail, hein, d'abandonner sa profession d'acteur pour avoir droit à une inhumation. Mais l'archevêque va accepter, à la condition que l'inhumation soit nocturne, sans que personne, le moins possible, le voie. Personne doit être là, 2 prêtres seulement, à la noirceur, dans la nuit, dans un petit cimetière. Voilà les conditions que Molière a eues, enfin que Mme Béjart a eues pour enterrer Molière. Et ça s'est fait ainsi le 21 février 1673. Bon, pourquoi il est au Père-Lachaise maintenant? Bien, c'est jusqu'à la Révolution. Quand ça arrive, la Révolution en 1789, alors ils vont vouloir récupérer les restes des grands hommes de France, dont Molière, évidemment, et ils vont l'amener dans le Louvre 1817 à Père-Lachaise, où il est depuis tout ce temps-là, maintenant. Mais le 21 février, ce fut donc l'inhumation secrète et nocturne de Molière. Alors voilà. Quoi d'autre? J'ai-tu le temps? Oui, l'obélisque de Washington. Un autre fait nostalgique. L'obélisque de Washington, en fait, devant le lac, là-bas, c'est l'image qu'on voit le plus souvent de Washington. Le Capitole, évidemment, le siège du gouvernement. Et puis, des fois la Maison-Blanche, mais surtout le Capitole. Et puis, l'obélisque devant le lac, où il y a également le monument de M. Abraham Lincoln. Alors, cet obélisque date de 1848. Elle fut inaugurée le 21 février, comme par hasard aujourd'hui, en 1848. Elle mesure toujours 169 mètres. Et contrairement aux Égyptiens, où elle était construite, l'obélisque, il était construit, tous les obélisques, d'un seul tenant. Alors que Robert Mills, le créateur de l'obélisque de Washington, s'est servi de marbre, de grès et de granit. Et à 169 mètres, ce fut pendant, je ne sais pas, une quarantaine d'années, jusqu'à la Tour Eiffel, en 1889, le monument le plus haut du monde. Après, la Tour Eiffel, à 300 quelques mètres,
est devenu ce monument. Mais quand même, l'obélisque à Washington, ça a été important. Autre chose, en 1921, le 21 février 21, on a ouvert la première commission de liqueurs de Québec. Pas du Québec, parce que même si tu avais un magasin de la commission des liqueurs à Montréal, à Hull, comme on disait dans le temps, ou à Sherbrooke, c'était Commission des liqueurs de Québec. Alors, ils ont acheté les étals, les boutiques, les magasins, partout où il y avait de la boisson, pour monopoliser tout ça, pour que le gouvernement soit celui qui ait les revenus de la vente de l'alcool, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Alors, on a ouvert la commission des liqueurs. C'est drôle parce que en 1960, quand mon père a décédé, j'étais un petit gars, 12-13 ans, et les derniers mois de sa vie, dernière occupation, dernier job, ça a été à la commission des liqueurs. C'est drôle, pareil, la vie. C'était sur l'avenue Cartier, à Québec. Alors, c'est pour ça que quand on dit commission des liqueurs, ça me rappelle évidemment un mauvais souvenir. Et dès la première année, ils ont ouvert 64 magasins. Ils ont offert dans les magasins 383 produits différents. Il y avait 415 employés à la commission des liqueurs. Et dès la première année, 21-22, ils ont fait 15 millions de ventes d'alcool, donc 4 millions de revenus nets. Imaginez aujourd'hui, pas pour rien que la SAC, ceux qui pensent que les gouvernements, quels qu'ils soient, vont privatiser et donner la chance, comme ici aux États-Unis, à n'importe qui de vendre de l'alcool sous permis. Jamais que le gouvernement va faire ça. C'est depuis 1921 qu'ils ont le monopole sur la boisson. C'est quand même une date particulière. Et dans la même journée, mais en 1951, Félix Leclerc était déjà à Paris. Et avec son impresario qu'il a fait venir là-bas, Jacques Kennedy, ils vont faire un premier disque. Et la chanson « Moi, mes souliers » ont beaucoup voyagé, vous connaissez la belle chanson de Félix. Le 21 février 51, il va obtenir pour cette chanson le prix Charles Cros, qui est un des prix de musique et de chansons françaises le plus important. Alors, il a déjà été animateur à CHRC. Je vous dis ça en passant parce que c'est lui qui me l'avait appris. On n'en parle pas beaucoup, mais il avait tellement une belle voix. Il était annonceur, comme on disait dans le temps. Plein de choses, n'est-ce pas, qui se sont déroulées le 21 février et qui m'a fait plaisir de vous rappeler aujourd'hui ou de vous les raconter à ma façon. Alors, j'ai parlé du Roi de France, j'ai parlé de Molière, j'ai parlé de Tim Horton, de la Commission des liqueurs. Il y a des choses de culture, il y en a d'histoire. C'est tout ça, le podcast. Voyage, showbiz et, oui, mémérage un petit peu, peut-être, mais surtout, nostalgie. Au revoir, mesdames, messieurs. Passez une très belle fin de semaine. Et à lundi matin, ne manquez pas notre amie Véronique Cloutier qui sera avec moi. Véro m'a accepté pour nous donner une belle entrevue lundi matin. Ciao. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.